Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Alors, un épisode de fin d'année pour faire le bilan avec Charlotte de cette année sur Azimut. Bonjour Charlotte. Bonjour. Bonjour qui ? Bonjour maman. Alors, Charlotte, petit bilan déjà de Parcoursup. Où est-ce que tu en es ? Qu'est-ce que tu fais l'année prochaine ? Alors, pour moi, j'ai eu de la chance que Parcoursup se passe très bien. J'ai été acceptée presque partout, très peu de listes d'attente et très peu de vœux refusés. Et j'ai eu directement la formation que je souhaitais, qui est l'EMLV, donc une école de management ou encore appelée école de commerce, en English Track. Donc, je ferai mes 5 ans dans un parcours anglophone, avec tous mes cours qui seront en anglais l'année prochaine à l'EMLV, qui fait partie des 3 écoles du pôle Léonard de Vinci. Bravo. Donc pour ça, tu avais fait le concours Sésame. Comment ça s'était passé le concours, à la fois le concours en lui-même et les oraux ? Alors c'est vrai que le concours, je me suis pas mal préparée. J'ai eu la chance de pouvoir faire 2 semaines de stage, comme je vous en ai parlé dans d'autres épisodes. N'hésitez pas à les écouter pour vous donner envie de faire ces semaines, qui sont pour moi la base pour réussir ces concours, que ce soit le concours Sésame que j'ai fait, ou encore le concours Accès que je n'ai pas fait. Et donc oui, je me suis préparée par ces 2 semaines de prépa pour le concours écrit. Et ils m'ont aussi permis de faire un entraînement à l'oral. Et je me suis aussi entraînée en faisant des fiches sur les écoles ou encore sur les questions types qu'on pouvait nous poser pour les oraux. Donc pour moi, ça a été quand même beaucoup de préparation. Et par contre, au moment des résultats, notamment pour les résultats écrits, une sorte de déception parce que je ne m'attendais pas à avoir des notes aussi basses. C'est vrai que même si j'ai été acceptée presque partout et que j'ai eu un seul vœu où je n'ai pas pu avoir l'oral, mes notes sont quand même très moyennes. Et je pense que la note de dossier est beaucoup pour mon admission dans les écoles. Sur le concours, il s'est passé à la maison, c'est ça ? Est-ce que peut-être que tu peux raconter un peu comment ça se déroule pour que ceux qui passeront l'année prochaine se préparent ? Alors oui, c'est un concours qui se déroule de chez nous. Il y a une première phase qu'il faut vraiment faire quelques jours avant. Donc moi, c'était 3 jours avant le week-end où il faut prendre 2 heures pour se préparer, vérifier qu'on est bien dans un endroit qui le permet. Donc c'est vrai que moi, j'ai une chambre où j'ai pas voulu faire le concours parce que je trouvais pas ça très pratique. Donc j'ai préféré m'isoler dans la cuisine où il n'y avait pas forcément beaucoup d'affaires. Parce qu'en fait, il faut être dans un espace très libre où il n'y a pas d'affaires. Donc il aurait fallu enlever tout ce que j'avais autour de moi. Parce qu'il vérifie en fait votre zone autour de vous, toute la pièce, sous la table ou le bureau où vous faites le concours. Et il vérifie aussi vos oreilles. Enfin, c'est assez intrusif. Après, c'est un déroulé, c'est sur une journée. Le matin, l'après-midi, avec environ 1 heure, 1 heure et demie de pause pour le déjeuner, 20 minutes de pause entre les épreuves. Le temps donné par le concours pour les épreuves, pour moi, était un peu long. Mais en même temps, je me dis que peut-être que si j'avais pris plus de temps, j'aurais pu avoir des meilleures notes. Donc, il est peut-être utile. Après, je sais pas, mais je pense qu'il faut bien se préparer en tout cas et être prêt aussi à tenir toute une journée avec des épreuves qu'on n'a jamais faites dans notre vie. Parce que c'est vrai que c'est un concours où les épreuves, on fait de la logique. Même si moi j'étais en STMG, j'en ai fait. Les aptitudes verbales, par exemple, j'avais pas fait de français depuis 1 an, donc ça a été un peu compliqué. Ou encore les numériques, forcément c'était plus matheux, donc il y avait des formules que je connaissais plus du tout. Ou encore la synthèse, qui est une épreuve toute nouvelle. Et l'anglais et l'espagnol, on peut ne pas forcément s'attendre, mais il peut aussi y avoir des questions de culture générale en langue, donc quelque chose auquel on n'avait pas préparé. Et il ne faut pas se dire que si on a fait une prépa, on tombera forcément sur les questions, mais que celle-ci nous aidera plutôt à réfléchir et gagner du temps, plus que nous préparera exactement au sujet de l'épreuve, ce qu'ils ne peuvent pas deviner ce que le concours va nous donner cette année-là. Merci. Et les épreuves orales, raconte-nous peut-être quelques épreuves orales qui ont été intéressantes. Alors, moi, j'ai fait le choix, parce que je savais vraiment les écoles où je voulais aller, de ne pas participer à tous les oraux des écoles qui m'ont admise, parce que des écoles que je trouvais moins intéressantes pour moi et pour mon parcours. Donc, j'ai décidé, par exemple, de faire l'oral de l'EMLV parce que c'était mon premier choix. Donc, épreuve orale en entretien qui s'est moyennement bien passée. Je suis tombée sur... Il y avait 2 personnes pour l'oral.
Et parce qu'en fonction de l'école, il peut y avoir 1 ou 2 personnes en entretien, quelque chose qu'il faut bien savoir. Et la dame qui m'a posé le plus de questions était très désagréable, assez hautaine. Et du coup, ça me perturbait un peu. J'ai eu la chance de réussir à me débrouiller quand même et avoir une note correcte. Mais je pense qu'avec d'autres jurys, on peut se tirer avec des bien meilleures notes. Donc en fait, il faut être préparé à toutes les situations. Toujours en prenant l'exemple de l'EMLV, j'ai eu en anglais un entretien qui, lui, s'est très bien passé. J'ai eu un texte avec des questions. Il fallait juste que je réponde aux questions. Et elle m'a mis une bonne note parce qu'elle trouvait que je savais répondre correctement aux questions. Donc c'était assez simple et basique. Pour prendre l'exemple de l'EM Normandie, là je vais parler que en anglais parce que l'entretien c'était un entretien un peu basique, mais pour l'anglais, eux, étant donné qu'il y a eu moins de temps avec Parcoursup pour faire passer les oraux, ils ont décidé de faire des oraux en ligne. Donc là c'était plutôt un test complet d'anglais, d'écrit, d'oral, de compréhension, un peu de tout. Donc en fait, il faut être préparé à ce que les écoles mettent en œuvre parce qu'en fonction des années, le concours peut changer, peut évoluer. Et je vous conseille toujours de vous renseigner avant en fonction des écoles, ce qu'ils demandent, ce qui est attendu. Et n'hésitez pas à prendre contact avec des étudiants qui sont dans la voie que vous voulez faire parce que c'est eux qui vous donneront les meilleurs conseils et qui vous aideront au mieux à réussir. Et allez aux journées portes ouvertes de toutes les écoles si vous pouvez parce que moi, c'est comme ça que j'ai trouvé l'école que je veux faire. Et c'est comme ça aussi que je connaissais autant de choses et que je m'étais autant renseignée sur le MLV. Jusqu'au dernier moment, tu as eu quand même une petite hésitation avec le BBA de l'EDEC, donc entre le MLV programme PGE en 5 ans et le BBA de l'EDEC. Qu'est-ce qui t'a aidé à choisir ? Alors c'est vrai que c'est 2 très bonnes écoles. Une école qui est très connue parce qu'elle a un master très connu, répandu dans le monde entier à l'international, et une école qui est en voie de développement, donc qui est la 3e meilleure école post-bac aujourd'hui en programme grande école. Et c'est vrai que pour moi, c'était plus rassurant de faire quelque chose en 5 ans, sachant qu'en fait, ce qui m'a le plus aidé à choisir, c'est je voulais quelque chose tourné vers l'international. Donc l'EDEC était plus tourné vers ça, et donc la meilleure solution pour moi. Mais en me renseignant et en me posant bien les bonnes questions, je me suis dit, en fait, après les 4 ans, il va falloir que je retrouve quelque chose derrière, parce que 4 ans maintenant, ça suffit plus forcément pour le marché du travail, surtout en BBA, même si c'est une très bonne école, parce qu'un BBA, sauf à l'international, c'est pas forcément très reconnu en France. J'ai donc fait le pari de prendre le MLV, parce que c'est une école où les 2 premières années, on revoit les fondamentaux. Donc j'ai la chance d'avoir été en STMG, donc c'est des notions que je connaîtrais déjà, mais c'est pas pour ça que je vais me reposer sur mes acquis. En 3e année, c'est de l'international, donc là c'est déjà internationalisant. On a une porte vers l'international. Et après, les 2 dernières années, en fait, ils nous proposent plein de choses. Et c'est ça qui m'a le plus donné envie d'y aller et fait changer d'avis à la dernière minute, je pense. C'est cette possibilité de faire soit l'alternance, donc ça veut dire que c'est quand même une école de commerce, ça coûte quand même assez cher. Donc c'est quand même quelque chose qui, en plus, vous êtes payé, vous êtes rémunéré pour ce que vous faites et vous apprenez d'autant plus parce que vous êtes déjà dans le monde professionnel. Cette voie peut vous offrir aussi la possibilité ensuite de trouver directement un job ou en tout cas d'avoir plus d'expérience professionnelle que la majorité des jeunes. Le MLV propose aussi des doubles diplômes, certes pas beaucoup, 10 pour l'instant, mais j'imagine que dans 4-5 ans ça sera un peu différent. C'est une école qui, comme je vous l'ai dit, est en train de se développer, donc je pense que c'est aussi quelque chose d'important à prendre en compte. Et sinon, pour l'instant j'ai envie de travailler dans le digital et la communication. C'est les 2 secteurs qui me touchent le plus, qui m'intéressent le plus. Et elle propose un double diplôme. Comme je vous ai dit, elle fait partie d'un pôle universitaire, le pôle Léonard de Vinci. Et elle propose un double diplôme avec l'école de digital qui est dans le même pôle qu'elle, qui s'appelle, qui a un master. C'est l'IIM. Oui, avec l'IIM, avec un master en fait qui est de commerce digital, de data, enfin un peu un mélange de commerce et digital et qui pour moi pourrait être une bonne solution aussi. Donc c'est vrai que ces 3 possibilités et les 3 ans qui pourraient me préparer à cela m'ont beaucoup plu à l'EMLV. Et puis il faut ajouter que tu étais contente de rester chez papa et maman l'année prochaine. Oui, c'est vrai que c'est rassurant parce que partir dans une nouvelle ville, surtout là avec l'EDEC, c'était partir soit à Lille, soit à Nice. Nice, je ne m'étais pas trop posé la question parce que je ne connais pas comme ville, j'y suis jamais allée, j'en ai jamais entendu parler, je ne connais personne. Donc ça n'a jamais été la question d'aller à Nice. Mais Lille, ayant des amis qui sont là-bas, je m'étais posé la question. Et en fait, en plus, c'est même pas vraiment à Lille, c'est en banlieue de Lille.
Donc c'est vrai que c'est plus compliqué d'accès pour rentrer à Paris. Et pour moi, c'est plus rassurant d'être dans un environnement familier. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en école de commerce, même si on habite chez nos parents, on les voit pas tant que ça parce qu'on a toute la vie étudiante. Et je pense que c'est aussi ce qui crée, ce qui est important en école de commerce, c'est vivre la vie étudiante à 100%. Parce que en fait, c'est ça qui va nous créer notre réseau, c'est ça qui va nous créer nos amis. Et c'est comme ça que peut-être plus tard, grâce à quelqu'un d'autre qu'on a rencontré en école, ou pas, juste parce qu'il était dans la même école que nous, on va pouvoir avoir un nouveau job, ou trouver un stage pour notre enfant ou autre. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important. Parfait. Peut-être ajouter quand même qu'au moment de Parcoursup et des résultats, tu t'es pas posé tant de questions que ça parce que tu t'étais bien préparé. Qu'est-ce que tu avais fait pour te préparer aux résultats de Parcoursup ? Alors c'est vrai que j'avais pas du tout envie de le faire, mais qu'après avoir compris que c'était important de pas devoir choisir à la dernière minute, j'ai décidé de faire une liste. Donc j'ai pris toutes les formations que je m'étais mises sur Parcoursup. Bon, c'est vrai qu'il y en a où je voyais plus du tout l'intérêt, je ne comprenais même plus pourquoi je les avais mises, mais bon, c'est toujours ça, faut mieux avoir des vœux de secours que pas en avoir, et de se retrouver un peu dans une situation compliquée à la dernière minute. Donc j'ai décidé de faire une liste avec mes premiers choix. Donc c'est vrai que au départ il y avait le MLV et l'EDEC à peu près à la même position. Ensuite il y avait d'autres écoles de commerce, il y avait des IUT, des BTS, des prépas. J'avais mis pas mal de choses différentes sur Parcoursup pour avoir le plus de choix possible de ce qui m'était ouvert. Et donc c'est vrai que c'est ce qui m'a permis le jour même, en fait, de quand j'ai ouvert mon Parcoursup, j'ai pu valider directement ou presque dans le jour qui suit mon vœu et m'inscrire déjà dans l'école. Donc après la validation du vœu, après l'acceptation du vœu, tu as toute une démarche à faire auprès de l'école pour remplir un dossier, un formulaire prépayé, etc. Oui, c'est ça. Donc il y a toute une démarche assez... Faut pas se dire qu'il y a que Parcoursup qui est un peu compliqué, parce que cette démarche, même si elle est plus courte que Parcoursup, ça reste quelque chose à faire avec attention, qui reste très importante et qui peut ou pas valider votre place dans l'école. Donc je vous conseille de le faire assez rapidement à partir du moment où vous êtes accepté et que l'école vous propose de le faire, mais toujours en faisant bien attention et pas en y allant trop vite. Et si vous pouvez, faites-le seul, mais faites-vous relire par vos parents pour vérifier que vous avez bien coché les bonnes cases, parce que 2 vérifications vaille mieux que 2, vaille mieux qu'une. Parfait. La plateforme Parcoursup en elle-même, est-ce que tu as eu des difficultés ? Est-ce que tu as trouvé ça compliqué ? La plateforme Parcoursup, moi je n'ai pas eu de difficultés, tout a marché, j'ai pas eu de vœux enlevés, j'ai pas eu de problème. Donc j'ai eu de la chance. Quand j'ai voulu créer mon compte, pas de difficultés non plus. En soi, je pense pas que ça soit compliqué. C'est juste, je pense qu'on n'est pas forcément préparé. Je pense que les écoles, étant donné que c'est encore un peu nouveau, ne savent pas encore comment assez bien nous guider. Je pense que c'est quelque chose où il faut qu'on soit préparé et il faut le faire au fur et à mesure. C'est vrai que je ne voyais pas du tout l'intérêt de la phase de rechercher les vœux avant de commencer. Mais en fait, je pense que c'est utile. Et puis, si vous avez des grands frères, grandes sœurs, des gens de votre entourage qui sont plus grands que vous, qui ont une classe au-dessus de vous ou plusieurs et qui ont fait Parcoursup, demandez-leur ce que les formations demandent. Pourquoi pas déjà commencer avant, nous c'était vers le 8 mars, mais avant le 8 mars, à commencer à rédiger vos lettres de motivation, parce que en fait, c'est environ 1500 caractères, ça change pas beaucoup en fonction des formations. Certes, ça change pour les prépas. Par exemple, j'ai une prépa qui m'a demandé plus de 100 000. Non, 10 000, non ? Oui, ou 10 000. Mais ça change pas non plus énormément. Donc, si vous pouvez faire avant, c'est mieux, parce qu'en fait, après, on se laisse à court. Et c'est vrai que je connais des personnes qui l'ont fait à la dernière minute. Et c'est pas forcément la bonne solution de valider le vœu la veille de la fin de la clôture de la phase de demande des vœux. Ok. Peut-être dernière question sur ton année scolaire et Parcoursup et le décalage des spécialités. Ton année, ça a été décalé de mars à mai. Est-ce que ça a joué sur ta motivation ? Est-ce que tu l'as regretté pour la prise en compte dans ton dossier ? Alors, c'est vrai que les 2 premiers trimestres ont été pour moi très importants. Je me suis donnée à fond parce qu'il y avait Parcoursup. Après, pour ce qui est du baccalauréat, je pense que maintenant, je ne fais pas une généralité, mais j'entends quand même beaucoup ça, que le bac, il n'est plus important à partir du moment où, quand on a notre bac, ça suffit maintenant si on a notre formation.
C'est vrai que là, les personnes qui n'ont pas les formations qu'ils veulent sur Parcoursup se stressent parce qu'il faut qu'ils aient la mention très bien au bac. Mais moi, ayant la formation que je veux, en fait, il suffit juste que j'ai mon bac pour continuer mes études. Donc moi, c'est pas très stressant. Pour ce qui est du fait que ça a été décalé. Je pense que les deux, c'est compliqué. Dans les deux situations, je peux pas dire que ça m'embête que ça a été décalé, mais je ne saurais pas dire si ça avait été mieux en mars ou non. Parce qu'en fait, en mars, il y avait Parcoursup. Donc, je sais pas si le mélange des deux, ça fait quelque chose de bien aussi. Mais pour autant, en mai, c'est une période où on est démotivé. Moi, je me suis vraiment donné à fond les 2 premiers trimestres. Le 3e, j'avais plus envie. C'est pas pour autant que j'ai mal réussi mon année, mais ça démotive parce que quand on donne tout, au bout d'un moment, on a besoin de lâcher prise. Je pense que c'est pour tout le monde comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas motivant. Je pense que j'aurais pu faire mieux que ce que j'ai donné. Mais après, je pense qu'il faut toujours regarder un minimum de positif et se dire que en fait, si ça se trouve en mars, on n'était pas assez préparé et que donc en mai, c'était peut-être mieux pour nous. Après, faut juste se dire que le bac, c'est pas ce qui va nous définir. Ce qui va nous définir, ce sera après le bac. Et je pense que c'est ce que je vais faire après mon bac qui va vraiment définir qui je suis et ce que je fais en parlant professionnel. Plutôt que mon bac, si j'ai la mention bien, si j'ai pas de mention, si là j'ai la mention très bien. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, avec le contrôle continu, notre lycée, le bac ne veut plus vraiment dire quoi que ce soit. Très bien. Je propose maintenant qu'on aborde ta participation au podcast. Et pareil, en cette fin d'année, j'aimerais bien savoir un peu peut-être quels sont les 2-3 moments qui ont été impactants, importants pour toi dans la participation au podcast. Alors que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance quand tu m'as proposé de participer avec toi au podcast. J'aurais beaucoup aimé en participer davantage. C'est un regret que j'ai, mais en même temps, il faut pas trop regretter les choses. Et ça me dit qu'il faut juste que je m'implique davantage à partir de maintenant. Donc ça me donne une leçon pour la suite. Des implications qui ont été importantes pour moi. Déjà, je peux pas ne pas dire la rencontre avec le directeur de Parcoursup. Parce que c'est quand même une chance que j'ai eue. On n'a pas tous la chance de rencontrer un monsieur qui quand même qui dirige une plateforme qui a autant d'ampleur pour un nombre d'étudiants aussi important. Ça a été 1 heure et demie d'échange assez impressionnant avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment et qui ont changé mon point de vue sur Parcoursup. C'est vrai que on peut se dire Parcoursup, c'est pas bien, Parcoursup, on sait pas ce qu'il y a derrière. Oui, c'est pas assez transparent et oui, il y a encore des améliorations à faire, mais je pense qu'elles peuvent être faites dans les années qui suivent. Aucun système n'est parfait. On peut pas demander à tout être parfait directement, mais je pense qu'il peut y avoir avec le temps des évolutions. Donc ça a été vraiment un point fort de mon année. J'ai beaucoup aimé créer quelques épisodes, les écrire et les partager avec vous parce que c'est vrai que je pense que on est chacun dans la même situation, on a chacun vécu Parcoursup, une année de lycéen. Donc c'est pour moi très utile. Par exemple, quand j'ai rencontré des jeunes et qui soit étaient déjà en entreprise, soit qui étaient en terminale ou autre et qui me racontaient leur parcours, chaque parcours est différent. Et voir des exploits de jeunes, quand j'ai vu l'exploit de Jules qui a cofondé la plateforme Extra Student, ou quand j'ai vu l'exploit de Valran Moulet-Berthaud qui lui a cofondé avec sa sœur Le Crayon, qui est un média social qui aide, qui fait rencontrer des personnes connues pour s'affronter, qui donne son avis sur les médias d'aujourd'hui et qui est un jeune et en fait qui veut changer la vision des jeunes. Je trouve ça très beau. Et puis dernier moment qui s'est passé il y a pas très longtemps et épisode qui est sorti récemment, donc aujourd'hui, l'épisode avec Tadam, qui est une association qui s'appelait Ce que je veux faire plus tard avant, où j'ai eu la chance de participer à leur séjour, qui a vraiment changé ma vision du supérieur, qui a changé ma vision de travailler et ma vision de moi-même. Donc je pense que c'est très important tout ça. Et c'est vraiment des moments marquants et qui, je pense, je les garderai à vie parce que c'est des rencontres avec des gens qui m'ont beaucoup apporté cette année. Et puis j'ajoute quand même ce moment très particulier cette année avec les élections présidentielles où tu as eu une grande volonté d'aller interviewer tous les candidats à la présidentielle. Au final, tu as quand même réussi à en interviewer un. C'était un moment
fort, en tous les cas, d'une jeune personne qui se retrouve face à un candidat à la présidentielle. Voilà, c'est un beau moment auquel j'ai moi assisté. Voilà, en tous les cas, tu as fait combien d'épisodes ? Une bonne vingtaine d'épisodes ? Je pense, oui. Ouais, c'est pas mal. J'espère qu'en tous les cas, nos auditeurs continueront à les écouter. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter ? Et si vous avez aimé mes épisodes, continuez à les écouter. Et puis oui, je ne serai plus en terminale l'année prochaine, mais je pourrai continuer à vous partager mes conseils, parce que les conseils de quelqu'un qui a votre âge, peut-être que vous écouterez plus que quelqu'un qui a l'âge de vos parents, parce que forcément ça vous dit moins quelque chose, ce que je peux comprendre. L'année prochaine, même si je suis en école de commerce et que bien évidemment je ne vais pas dire à tout le monde d'aller en école de commerce et changer de voie, ceux qui veulent faire une école de commerce, continuez à écouter mes épisodes, parce que je continuerai à partager mon année et ce que ça fait d'être en école de commerce, qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer à rentrer en école de commerce, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à continuer à écouter les épisodes et puis regardez un petit peu, on a beaucoup de thématiques, donc regardez celles qui vous intéressent, parce que à partir de la 3e seconde, vous pouvez commencer déjà à nous écouter. Et même, j'ai des amis qui ont déjà trouvé leur voie, qui écoutent des sujets qui ne leur correspondent pas forcément, juste par curiosité, pour un peu comprendre les autres métiers qui existent. Bravo, merci Charlotte, moi j'adore travailler avec toi. Merci. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous, parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.